peut-être laisser répondre. Nous avons peut-être aussi besoin d'avoir un message de l'Université de New Mexico à travers ECHO. On est à votre disposition pour le message de bienvenue et Oui, d'ouverture. merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui, Teach EMS au Sénégal. C'est un honneur d'être parmi vous pour aborder le défi majeur de la résistance aux antimicrobiens, une mission essentielle pour la santé et le bien-être de votre nation et de vos concitoyens. Je suis Jutta Lim, responsable du soutien stratégique pour les initiatives de santé mondiale de ECHO. J'ai travaillé avec des partenaires africains pendant près de 10 ans et je vous rejoins aujourd'hui depuis l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Mon collègue, le professeur Bruce Strominger, responsable du département des initiatives de santé mondiale de l'Institut ECHO. Malheureusement, il ne peut pas être présent aujourd'hui. Je tiens à saluer spécialement, pardonnez-moi si ma prononciation est incorrecte, le professeur Cheikh Sadbou Bouye, président de la Société sénégalaise de microbiologie, SOCEMIC, Madame Senaboulo, secrétaire générale de la SOCEMIC, le professeur Halimatou Diop, responsable du laboratoire de référence VIH, et Madame Manis Pierre, représentante de la Société américaine de microbiologie. Votre engagement envers le projet ECHO TeachEMS témoigne de votre volonté de renforcer les capacités des prestataires de des antimicrobiens, améliorant ainsi la qualité de vie de vos concitoyens. Je suis d'autant plus honorée que le Sénégal est le premier pays francophone et le 7e pays en Afrique à lancer un programme TeachEMS après le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, le Ghana, la Zambie et le Rwanda. TeachEMS est une collaboration du projet ECHO avec Pfizer. C'est l'abréviation de Telementoring, Equity and Advocacy Collaboration for Health through Antimicrobial Stewardship, ce qui signifie télémentorat, collaboration en matière d'équité et de plaidoyer pour la santé grâce à la gestion des antimicrobiens. Cela reflète un engagement collectif à être à la pointe de la lutte contre la rame sur le continent. Le projet ECHO est bien plus qu'une simple initiative de santé. C'est une révolution dans la manière dont la connaissance médicale est bien partagée et amplifiée pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Fondé en 2003 par le professeur Sanjeev Arora, le projet ECHO a évolué pour devenir une communauté mondiale d'apprentissage virtuel collaboratif suivant la philosophie que tous enseignent, tous apprennent. Aujourd'hui, avec plus de 500 partenariats actifs dans plus de 80 pays, le projet ECHO est un modèle éprouvé qui surmonte les barrières géographiques et socio-économiques pour offrir des connaissances spécialisées partout et à tous. Notre collaboration avec la SOCEMIC et ASM est un jalon important faisant du Sénégal un leader dans la promotion du bon usage des antimicrobiens et en Afrique de l'Ouest. Ce qui rend le contexte sénégalais particulièrement remarquable, c'est l'engagement envers l'approche intégrée One Health, une seule santé. Cette approche reconnaît l'interconnexion profonde entre la santé humaine, animale et environnementale.
Au Sénégal, on comprend que la résistance aux antimicrobiens n'est pas un problème isolé du domaine médical, mais un enjeu multisectoriel qui nécessite une réponse coordonnée. Cette particularité sénégalaise vous place à l'avant-garde de la lutte contre la rame en mettant en œuvre des solutions innovantes qui tiennent compte du contexte culturel et socio-économique. Ce projet ECO-TCMS vient enrichir l'environnement d'ECO au Sénégal qui a, depuis le début de l'année, lancé 2 programmes ECO qui rencontrent un énorme succès. Nous tenons à rendre hommage à professeur Alimatou Diop qui a rendu tout cela possible et a lancé le premier programme ECO sur l'équité de genre et le leadership dans les pays francophones en Afrique. Je tiens à remercier Jacques Persson qui a contribué sans relâche à la réalisation de ce projet. Je sais qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à ce jour et enfin démarrer le programme. Je dois également remercier mon collègue M. Conan Alphonse qui a continué à faire avancer le projet depuis février. Votre travail acharné et votre patience sont la pierre angulaire de votre succès futur. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les professionnels de santé sont équipés pour combattre efficacement la résistance aux antimicrobiens et où chaque patient bénéficie des meilleurs soins possibles. Au nom du professeur Sanjeev Arora et de toute notre équipe ECO, Rodrigue, moi je vais notre engagement continue à travailler main dans la main avec la SOCIMIC, ASM, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et tous nos partenaires pour réaliser nos ambitions et dépasser nos objectifs pour la parfaite implémentation d'ECO-TGMS au Sénégal. Merci à tous pour votre présence, votre engagement et votre passion. Ensemble, nous allons construire un Sénégal plus sain et plus fort dans la promotion du bon usage des antimicrobiens et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Merci beaucoup. Merci, Julia. Merci, Jutta, pour cette allocution d'ouverture à cette session. Nous allons maintenant donner la parole à l'expert, professeur Seynou Boulot, pour qu'elle puisse se présenter à nous aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Moi, je suis le professeur Seyna Boulot. Je suis professeur titulaire de bactériologie, virologie à l'EFR des sciences de la santé de l'investigation Berger de Saint-Louis. Je suis également responsable du laboratoire régional et de la banque de sang de Saint-Louis. Et par ailleurs, je suis la secrétaire générale de l'Association sénégalaise de microbiologie. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui et je profite de cette occasion pour remercier l'équipe ECO, remercier également le professeur Boy et le professeur Alimatou qui nous a permis d'utiliser, en tout cas d'être là aujourd'hui pour pouvoir dérouler cette première session. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les infections associées aux soins, au niveau des clins des différentes structures hospitalières que j'ai eu à fréquenter. J'ai également travaillé beaucoup dans le cadre de ma thèse de PhD sur les entérobactéries productrices de BLSE et les entérobactéries productrices de carbaphénémase. Et peut-être c'est l'occasion pour laquelle je suis là en tant qu'experte pour pouvoir discuter de ce cas. Et je travaille également dans la surveillance des bactéries multirésistantes au niveau de l'environnement. Et donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème qui présente une importance capitale. C'est un thème d'actualité. Nous savons que la résistance aux antimicrobiens, en tout cas, joue un rôle important dans la prise en charge. Donc, on a beaucoup de déchets thérapeutiques dans la prise en charge de nos populations. Et donc, c'est l'occasion pour échanger sur les cas pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire avoir une bonne prise en charge de notre population. Voilà, de façon très ramassée. Je vous remercie. Merci, professeur Blo. Nous allons maintenant donner la parole
Un représentant de l'ASM pour son allocution. Manis Pierre. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Manis Pierre avec ASM. ASM est une organisation qui dit American Society for Microbiology. On a environ 30 000 membres partout. Ça fait un plaisir d'être ici pour représenter ASM. Et notre organisation, on collabore avec le projet ECHO depuis 2018 pour proposer des programmes de formation virtuelle sur la résistance aux antimicrobiens, AMR/RONEL, SARS-CoV-PCR et le diagnostic en laboratoire de la méningite, du choléra et d'autres maladies entériques. Euh, Cette initiative du projet ECHO implique des laboratoires à distance. Et on a continué à faire le télémentorat et encourager l'apprentissage entre pairs et la résolution collaborative des problèmes en microbiologie. Ces collaborations notamment ont impliqué les laboratoires de référence. On a commencé en Éthiopie, le Kenya, le réseau universitaire Africa One Health et aussi en Tanzanie. Depuis tantôt 2 ans, on a initié la collaboration avec l'Université du New Mexico pour le projet ECHO. Depuis lors, c'est un plaisir de nous engager, de servir. Ce modèle d'apprentissage a présenté beaucoup d'avantages très significatifs pour renforcer les capacités du personnel de laboratoire. Et nous sommes très honorés de faire partie de cette initiative. Je tiens à remercier les membres de l'équipe de UNM, Utah, Amy, Bruce, Noah et Conan, qu'on a beaucoup travaillé avec. Et je tiens à remercier l'équipe du Sénégal, les responsables et les secrétaires, et particulièrement professeur Boyer, que j'ai eu la chance de connaître depuis tantôt. Je pense que c'est une très belle initiative et d'avoir Sénégal parmi les groupes des pays qui ont lancé cette initiative. Je tiens à renforcer mon engagement aussi pour collaborer avec UNM, pour collaborer avec Sénégal. Vous pouvez toujours compter sur ASM pour supporter le programme. Encore félicitations et merci de l'invitation. À vous. Le micro est fermé. Nous remercions Manise pour ses mots de bienvenue à cette session. Avant de présenter le cas, nous allons présenter déjà l'agenda de cette session. Oui, housekeeping. Moi, j'aime bien. Donc, après les mots d'allocution des membres invités, nous consacrons 10 minutes à la présentation de cas qui sera faite par Dr Babacar Ndiaye, suivi de questions de clarification des participants que vous êtes et des recommandations. Donc, et avant de clôturer la session, nous ferons des échanges avec l'expert ici présent, professeur Lo. Après cet agenda, nous voudrons dire à tous les participants que cette session est sous enregistrement, qu'on ne devrait pas que vous divulguiez d'informations de santé protégées ou des informations personnellement identifiables. Et lorsque vous prenez la parole, de garder votre téléphone surtout en mode portable, en mode silencieux. Suivant.
pouvez contacter le support informatique via le chat également quand vous avez des soucis de vous connecter. Et vous pouvez toujours retrouver les présentations ECHO après, puisque cette session est enregistrée et en y participant, vous acceptez qu'on vous enregistre déjà. Nous vous remercions pour votre coopération dans ce sens-là. À la fin des sessions, également, vous pourrez disposer de certificats de participation. Mais notez également que dans ce programme ECHO, on a un logiciel qui recueille les informations telles que vos inscriptions, l'assiduité à la connexion à ces sessions, les échanges et les réponses qui seront fournies, et que toutes ces données sont collectées et peuvent être utilisées également pour des publications. Donc, vous pouvez également rejoindre la communauté ECHO à travers ce lien qui sera partagé également dans le chat tout au long de la session. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation de cas en introduisant Dr Babacar Ndiaye. Dr Babacar Ndiaye est un pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux de Dakar et qui officie actuellement à l'Institut Pasteur de Dakar. Babacar, vous avez la parole. Babacar? Oui, professeur. Oui, voilà. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend parfaitement. D'accord. Je vais partager mon écran rapidement. Est-ce que vous voyez l'écran? Nous voyons l'écran. Vous pouvez le mettre en mode de diaporama. OK. Voilà, c'est parfait. Okay. Juste... Le partage est parti, Babacar. Il est excité, hein? Babacar, vous êtes toujours en ligne? Alors, pas la connexion de Babacar n'est plus en ligne. On va continuer les présentations des participants qui voudront bien ouvrir le micro et se présenter. Biransa, ciao. La parole est à qui veut la prendre? Bonsoir, professeur. Donc, c'est Bonsoir, Bernard Sardin, responsable laboratoire technicien supérieur en biologie au centre de santé de Khombo. Bienvenue, Biran. Nous pouvons également redonner la parole au coordinateur de la SOCEMI pour quelques mots à nouveau, le temps que Babacar se mette en place. Nous nous réjouissons déjà de la participation diversifiée, parce que nous avons tous les acteurs de santé publique, allant du technicien jusqu'à l'infectiologue. Cela donne une possibilité de pouvoir travailler sur la prise en charge du patient, parce que nous avons tout à l'heure un infectiologue responsable d'activité au niveau de l'hôpital principal, M. Diop. Vous dire que la prise en charge du patient va au diagnostic clinique, l'histoire de la maladie jusqu'à la prise en charge thérapeutique. Voilà, ces éléments sont importants. Babacar est revenu. Quand nous avons l'occasion dans les discussions, nous avons la chance d'avoir une vétérinaire qui est connectée, qui est le responsable de microbiologie à l'école interétat de sciences de médecine vétérinaire du Sénégal. Ils sont très souvent en interaction avec l'humain, surtout à travers les animaux, à travers la volaille. Donc nous nous réjouissons que le professeur Rianatou Badara soit connecté. Et là, il montre que nous avons un concept de One Health au Sénégal. Nous donnons la possibilité, pour certains cas, de les discuter à la fois chez l'humain et chez l'animal. Nous avons l'occasion tellement de... à nouveau en ligne. Babacar, merci. On vous repasse la parole, Babacar. Rapidement, oui. Merci. Là, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Vous voyez mes diapositives? Également. Très bien. Allez-y. Okay. Je vous remercie, professeur. Alors, mesdames, messieurs, chers maîtres, chers collègues, je suis très heureux de participer à cette session de ECHO qui constitue aujourd'hui le lancement des activités portant sur la RAM qui sont coordonnées par la SOCEMIC. Je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous
ce cas qui porte sur Klebsiella pneumoniae ST147 multirésistante isolée à Dakar au Sénégal. Pour rappel, Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie qui est impliquée dans un large éventail d'infections associées aux soins. Et le clone ST147 est à haut risque du fait qu'il peut héberger divers gènes de résistance. Et parmi ces gènes de résistance, nous savons que les gènes de résistance qui confèrent une résistance au carbopénem, tels que les NDM, sont très redoutés. Le NDM, initialement connu en Inde, aujourd'hui constitue une préoccupation de santé mondiale quand on parle d'antibiorésistance. Mais malgré l'augmentation des notifications, que ce soit en Europe ou bien en Asie, il existe peu de données sur la prévalence et l'impact en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal. Ainsi, je voudrais partager avec vous ce cas. Il s'agissait d'une patiente âgée de 72 ans qui a été vue à la consultation d'une clinique ici à Dakar. À la clinique, elle présentait un état fébrile, une confusion, des signes d'infection urinaire et une antibiothérapie en cours qu'elle devait prendre, qui était à base de phosphomycine, juste après son prélèvement de bactériologie. Pour l'antibiothérapie au cours des 3 derniers mois, ça n'avait pas été précisé. Les antécédents médicaux importants ici étaient le fait que la patiente était alitée pendant plusieurs mois des suites d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait une altération de la mobilité et de la conscience et présentait des signes compatibles avec une infection des voies urinaires. Ici, les résultats significatifs de l'examen sont entre autres l'altération de la mobilité et de la conscience, mais aussi les signes d'infection urinaire. À la biologie, notamment la numération formule sanguine, montrait une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Il n'y avait pas d'atteinte rénale, mais nous pouvons noter ici une atteinte, des signes d'atteinte cardiaque, notamment avec l'augmentation des marqueurs comme les D-dimères et la troponine I. Un examen cytobactériologique des urines avait été demandé et l'échantillon avait été collecté à la date du 11 et l'analyse a été faite au laboratoire le même jour. Au jour 1, nous avons effectué un examen microscopique. Ensuite, nous avons ensemencé sur Chromogar orientation de BD. Et le lendemain, après incubation entre 18 et 24 heures, notre culture sur le milieu montrait des colonies bleues qui faisaient référence au groupe KES qu'il fallait identifier avec l'automate, le mal du TOF. Et nous avons fait notre antibiogramme grâce au VITEC 2. L'examen cytobactériologique montrait, entre autres, un examen macroscopique avec des urines troubles. Les cellules épithéliales étaient présentes, les cellules rénales absentes et une leucocyturie à 10,5, l'absence de cristaux et un dénombrement des germes urinaires qui était supérieur à 10 puissance 5. L'antibiogramme montrait que l'amoxicilline acide clavulanique était résistante. Donc, pour résumer ici l'antibiogramme, on se rend compte que la bactérie résistait à pratiquement toutes les familles d'antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, ici jusqu'au carbopénem, avec l'ertapenem qui est résistante, la résistance aux aminosides, aux fluoroquinolones, la résistance aussi à la thémocyline et l'association piperacilline-tazobactam. Donc, notre bactérie résistait pratiquement à toutes les familles d'antibiotiques qui ont été testées. Alors, nous avons utilisé pour cette souche la souche E. coli ATCC 25922 comme contrôle de qualité et nos résultats étaient conformes. Face à ces résultats, nous avons jugé nécessaire de compléter ce bilan à travers des examens complémentaires, notamment en génomique. Nous avons séquencé cette bactérie comme ça sortait un peu de l'ordinaire en utilisant
la plateforme Illumina MySeq. Et le séquençage, l'analyse des outputs montrait, grâce à l'outil Pathogen Watch, que notre bactérie était du séquence type ST147, qui est un clone qui est très redouté. Et les supports génétiques de cette résistance observée à l'aspect phénotypique montraient que nous avons eu pratiquement beaucoup de gènes de résistance, notamment les bêta-lactamases de la classification d'Amler avec la classe D qui est représentée notamment OXA1, conférant une résistance aux pénicillines, les CTXM1 15 qui était notamment la classe A d'Amler, et surtout le NDM5. Le NDM5 qui est un gène de résistance qui confère une résistance au carbopénème. Nous avons aussi les gènes de résistance aux aminoglycosides, notamment les aminoglycosides acétyl. Voilà. Donc, et nous avons aussi les gènes comme GIR-A et PARC-C qui confèrent une résistance au fluoroquinolone et surtout la phosphomycine. N'oublions pas que le malade était après sous phosphomycine. Le gène de résistance à la phosphomycine a été retrouvé en utilisant l'outil ResFinder. Quel était le support génétique retrouvé qui supportait cette résistance? Nous avons vu que avec les outils dont on a utilisé, que cette résistance était portée en majorité par des plasmides que nous présentons ici. Et nous savons que quand la résistance est portée par les plasmides, la diffusion et la propagation de cette bactérie est facilitée. Après ce qu'on a fait en microbiologie, les interventions suite aux résultats du laboratoire de microbiologie, un autre contrôle CBU de la patiente avait été effectué et l'isolement, nous avons, à la date du 19 avril, nous avons isolé la même bactérie avec un profil de résistance aux antibiotiques testés qui était idem. Donc là, nous faisions face à une véritable impasse thérapeutique. En termes d'évolution, la patiente a été perdue de vue depuis la date du 19. Donc, elle était injoignable sur tous ses numéros, que ce soit les numéros laissés à l'Institut Pasteur ou bien les numéros laissés au niveau de la clinique jusqu'à ce jour. Les hypothèses probables, la patiente a disparu ainsi. Est-ce qu'elle était en voyage? C'est tout ce que nous lui souhaitons. Ou bien est-ce que le patient était décédé? Nous ne pouvons pas l'affirmer à 100%, mais aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus probable parce que jusqu'à ce jour, on tente de la joindre sans succès. Quelles sont les leçons que nous apprenons de ce cas? Au décours de cela, nous pouvons retenir qu'au Sénégal, il circule des bactéries hautement résistantes menant à des impasses thérapeutiques, des bactéries autrement connues dans d'autres zones, notamment en Inde et en Chine, notamment et surtout rapportées en Europe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette frontière, les bactéries circulent. Il est important aujourd'hui de renforcer la capacité des laboratoires pour la détection et pour limiter ainsi la propagation de ces bactéries. Il est important de tester des molécules de dernière génération, notamment les C4G, les C5G. Mais face à ces recommandations, il se pose le challenge de la disponibilité des molécules, des nouvelles molécules et des nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment la phagothérapie, qui est aujourd'hui en phase d'étude avec des thèses là-dessus. Mais aujourd'hui, il est important aussi d'adopter un bon usage des antibiotiques dans le but de préserver l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Mais sensibiliser et former les professionnels de santé sur le management des BMR, notamment quand il s'est détecté par le laboratoire, que les services puissent être formés à prendre en charge ces cas pour éviter leur propagation. Il est important aussi de renforcer la recherche scientifique locale sur les résistances aux antimicrobiens, dans le but de non seulement proposer d'être au rendez-vous des données, mais aussi proposer des solutions face à cette résistance aux antibiotiques, des solutions qui sont locales. À la fin de cette présentation, je voudrais inviter l'ensemble de la communauté ECHO. Nous savons que nous avons mis en place des actions
pour faire face à ce cas. Mais nous vous invitons à partager avec nous des contributions pour mieux gérer ces cas de figure. Nous savons que la PCR, nous savons que les outils moléculaires ne sont pas disponibles et que face à cette situation, il faudra essayer de trouver des solutions locales dont nous espérons aujourd'hui, à travers cette discussion, les infectiologues d'un côté, le personnel dans les régions, ensemble, nous allons trouver des solutions adaptées à notre contexte qui nous permettra de répondre à ce défi des bactéries multirésistantes. Je voudrais terminer en remerciant la Société sénégalaise de microbiologie pour l'opportunité qui m'a été donnée pour présenter ce cas, l'American Society for Microbiology, l'Université de New Mexico, le projet ECHO et surtout l'Institut Pasteur où nous servons, et l'ensemble de mes collègues avec qui nous travaillons et qui nous facilitent l'avancée quand on fait face à des situations comme ça, avec qui nous partageons vraiment beaucoup de plaisir à travailler au jour le jour. Donc, je vous remercie. Merci, Dr. Babacar. On aura pour lui. Dr. Babacar vient de nous présenter le cas d'aujourd'hui, de cette première session ECO-AMS, que nous allons résumer rapidement. Le cas concernait une patiente très âgée, alitée, avec des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, avec une suspicion de foyer au niveau du tractus urinaire. Pour cela, un examen cytobactériologique des urines avait été prescrit et au décours duquel on a isolé une Klebsiella pneumoniae. Une Klebsiella pneumoniae qui a présenté beaucoup de résistance après avoir fait l'antibiogramme, une multirésistance concernant plusieurs familles d'antibiotiques, à savoir les bêta-lactamines, les fluoroquinolones, mais également les aminosides. À l'issue de cet antibiogramme, au plan phénotypique, pour pouvoir traiter, ils ont procédé à un séquençage de cette bactérie pour pouvoir voir les gènes de résistance. Gènes de résistance qui ont montré que la bactérie possédait le gène CTXM codant la résistance pour les C3G, mais également le NDM5 qui code pour la résistance au carbapenem. À l'issue de ce séquençage également, le gène de résistance codant pour la phosphomycine également avait été utilisé puisque la patiente avait été sous traitement en utilisant cette molécule. Les plasmides qui portaient ces gènes de résistance ont montré également une diffusion assez rapide. Les plasmides en général diffusent rapidement et permettent une propagation rapide de ces bactéries multirésistantes, ce qui peut suggérer également qu'il y a une circulation ou une diffusion de ces BMR dans ce pays. Donc, malheureusement, le CBI de contrôle qui a été effectué le 19 avril a montré également un isolement de la même bactérie avec le même profil de résistance, une BMR. Donc, à l'issue de ce cas, donc, Dr. Babacar a émis plusieurs suggestions et des recommandations, à savoir de pouvoir tester les molécules de troisième génération, les C3G. Il a également suggéré de pouvoir mettre à la disposition des laboratoires des moyens afin qu'ils puissent aller à ce stade, c'est-à-dire de pouvoir séquencer, utiliser des outils moléculaires pour pouvoir faire face à ce type d'impasse thérapeutique. Donc, je vous remets la parole à toute cette communauté qui s'y présente. Si vous avez des questions de clarification à adresser à Dr. Babacar par rapport à ce cas, je précise des questions de clarification plutôt que des recommandations. On a déjà professeur Camara qui vient de lever la main. Professeur Camara, bienvenue. Merci beaucoup, professeur Awa, de m'avoir donné la parole. Je voudrais encore une fois remercier la plateforme ECO Mexico de nous avoir permis d'accéder à cet outil de partage d'informations à travers la communauté scientifique. Remercier également American Society of
American Society of Microbiology, auquel nous sommes aussi affiliés, hein, je pense. Également remercier le professeur Alimatou pour nous avoir hébergés pour ce coup d'essai, je pense qu'il y a une réussite, hein, et félicitations à Babacar pour cette présentation de cas. Donc, la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi le patient a été mis sous fosfomycine. Quand on sait que la fosfomycine, le niveau de mutation est très faible. Donc, c'est un antibiotique qui sélectionne facilement les résistances aux antibiotiques. C'est une molécule qui est généralement recommandée pour être utilisée en association avec une autre famille d'antibiotiques. Autre chose également, côté antibiogramme, pourquoi l'amicacine n'a pas été testée? C'est passé rapidement, je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas vu également les polypeptides. D'autant plus que le patient est un terrain fragile. Déjà, la patiente est âgée. Il a une comorbidité grave. Je pense que normalement, on devait tester d'autres molécules pour avoir un champ d'action beaucoup plus large pour pouvoir intervenir. Donc, voilà quelques questions que je me pose, hein, avant de revenir plus tard vers les recommandations. Merci. Merci, professeur Camara, pour cette intervention. Je pense que Babacar note bien. Nous allons redonner la parole à Olivier. Ensuite, Nathalie prendra le relais. Olivier, avez-vous des questions de clarification pour Dr Babacar? Ou Nathalie? Ceux qui ont levé la main, oui. Allô, professeur? Oui, Léon est là. Oui, merci, professeur, pour cette présentation et merci de nous avoir passé la parole. Ma question est un peu une question. Pouvez-vous vous présenter d'abord, Léon est là? Institution et pays d'origine? Nous avons perdu Léonella. Présenté et que ce germe identifié est associé aux soins hospitaliers. Est-ce qu'on a investigué pour savoir si c'est une résistance acquise ou si c'est une résistance transmise? Dans le cas où on aurait investigué que ce soit une résistance transmise, peut-être par un acte de soin, quelles sont les mesures spécifiques qu'on a prises pour circonscrire le foyer où cette transmission pourrait avoir eu lieu pour éviter une propagation ultérieure au cas où ce serait lié aux actes de soins médicaux? Merci Léonella. On donne la parole à Kouyaté. Nathalie. Bonsoir professeur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Dr Kouyaté Moussali. Je suis de nationalité guinéenne, leader de chirurgie générale à l'Université d'Abidjan. Je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci à Dr Babacar pour la présentation. Ma question est la suivante. C'est la suite de la prise en charge de la patiente si elle n'était pas porteuse disparue. Si elle n'était pas perdue des yeux, quelle serait la suite de la prise en charge? Merci. Merci Nathalie pour la question. Ablaïniel, vous pouvez ouvrir votre micro. Babacar, vous pouvez...
Professeur, vous me redonnez la parole? Vous voulez que je réponde ou bien qu'on attend d'avoir toutes les questions? Il y a d'autres intervenants qui veulent peut-être poser des questions. Tu peux? Oui, oui, vous pouvez. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, Dr Babacar, pour la présentation de ce cas très intéressant. Moi, j'ai juste deux préoccupations. La première, vous avez parlé dans les recommandations, le fait de disposer de nouvelles molécules d'antibiotiques pour la prise en charge donc, de ce cas avec des multirésistances. Est-ce que vous avez projeté de faire quelques études avec les nouvelles molécules pour pouvoir proposer de quelles molécules est-ce que vous voulez parler? D'autant plus que vous avez précisé avec les nouvelles C3G. D'accord? Ça va nous permettre donc de pouvoir les disponibiliser donc, au niveau donc, du pays pour assurer une meilleure prise en charge. L'autre préoccupation, c'est qu'à la fin, vous avez essayé de contacter le patient et malheureusement, vous n'avez pas eu de résultat. Et je serais très curieuse de savoir ce que vous aurez fait avec le patient, d'autant plus que vous êtes devant une impasse thérapeutique. Merci. Merci, Dr Aïssatou. On donne la parole à Olivier avant de passer à Babacar. Olivier, oui, merci. parole. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, vraiment. C'est une très bonne présentation. Je remercie le professeur. J'avais juste une question. Je voulais savoir si, est-ce qu'il a parlé de pneumonie, la pneumonie, c'était bactérie qui cause les infections pulmonaires. Comment est-ce parti isoler les pneumonies, espèces pneumonie dans les infections urinaires? Je pense que pour l'infection urinaire, ça devait être autre espèce. Ça va, là, je voulais juste vous éclaircir sur ça, si l'espèce en question a été bien identifiée par les tests biochimiques. Merci. Ouais, c'est ça. Merci, Olivier, pour cette question pertinente. Oui. Il y a un autre qui a levé la main, Ousmane Diaye. Niabali, du moins, excusez-moi. Ousmane? Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir Oui, à vous l'équipe. avez une clarification pour Babacar? Juste une petite question, professeur. Je salue tout le monde. Je salue Dr Kandiaï, de passage. Je suis Ousmane Niabali, volant au laboratoire de biologie moléculaire de Conakry. Je voulais juste demander à docteur, est-ce que vous avez eu à gérer un tel cas comme ça qui n'est pas nouveau? Et comment avez-vous géré cette situation? J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous avez eu de tels cas comme ça. Si vous avez eu des cas auparavant, comment est-ce que avez-vous envisagé de poser de tels cas comme ça? Je vous remercie. Merci, monsieur Niabali. Oui. Nous allons donner la parole à Babacar. On a eu une série de questions, de clarifications, pour qu'il apporte des éléments de réponse. Babacar, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Awa. Alors, je voudrais remercier tout le monde pour l'intérêt porté à cette présentation. Donc, je voudrais, sans plus tarder, aborder les questions qui nous ont été posées par notre maître, le professeur Makhtar Kamara. En fait, pourquoi la phosphomécine? Effectivement, la phosphomécine a été démarrée suite, en attendant en tout cas les premiers résultats du laboratoire. Donc, c'est ce que la clinique a mis comme traitement en attendant de recevoir le premier résultat. Donc, c'est ça. Donc, par rapport à l'amicacine,
effectivement, l'amicacine avait été testée et l'amicacine était résistante. Donc, vous avez vu les gènes de résistance aux aminosides, pratiquement tous les aminosides étaient condamnés. Donc, pour Léonella, la résistance acquise en milieu de soins. Effectivement, en fait, ce cas n'a pas été diagnostiqué, n'a pas été, en tout cas, ne nous a pas été référé par l'hôpital. Donc, et la patiente n'était pas hospitalisée. Peut-être des suites de sa maladie, on a rappelé son tableau avant de venir au niveau de la clinique. C'est une patiente qui était alitée des suites d'un accident vasculaire cérébral. Mais pour la clinique, où les informations que nous avons sur la patiente, où nous les avons recueillies, ce n'est pas une patiente qu'ils avaient gardée. Donc ici, nous ne pouvons pas parler d'infection associée aux soins jusqu'à présent, compte tenu des informations que nous avons. Malheureusement, je n'ai pas bien entendu les questions de Fali. Donc peut-être Madame Professeur Awa va nous les rappeler. En attendant, je vais passer sur les questions de Aïssatou, sur les nouvelles molécules. Effectivement, il est important de voir comment faire pour non seulement tester les nouvelles molécules, pour voir est-ce que ça marche sur des bactéries comme ça, mais aussi de les rendre disponibles dans le pays. Parce que les cliniciens, peut-être, qui sont là, et ils vont prendre peut-être la parole, ils savent comment c'est difficile de faire face à une infection et de ne pas avoir de solution. Et quand on sait que